Bonjour Mathieu Fotius. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes pilote d'hélicoptère pour l'armée de terre et on est ici autour d'un livre donc intitulé Pilote de combat, paru aux éditions des Belles Lettres en 2020, publié avec Nicolas Mingasson, où vous racontez plein de choses. Vous racontez votre passage en Afghanistan, l'un de vos passages en Afghanistan. Vous racontez un accident d'hélicoptère qui vous fait perdre ou disparaît votre camarade, votre chef de bord. Peut-être commençons par là. Je l'ai dit, mais c'était pas votre premier passage en Afghanistan. Quand vous y êtes, donc l'accident, enfin l'événement dont on va parler, autour duquel on va tourner, c'est 2011. Vous y étiez allé combien de fois en Afghanistan ? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, disons, ce théâtre d'opération ? À l'Afghanistan, en fait, j'y suis allé une première fois en 2009. C'était le deuxième mandat Gazelle, dans lequel l'ALAT déployait des hélicoptères, notamment de... Parce que je peux préciser, donc l'ALAT, on a fait des émissions déjà ici parfois, mais il y a tout un bestiaire de l'ALAT, il y a les gazelles, Exactement. Il y a les tigres, il y a les cougars, mais vous étiez donc pilote de gazelle. Exactement, pilote de gazelle. Et à l'époque, le Tigre n'avait pas encore été déployé en OPEX. Et donc, suite à Ouzbin, en 2008, en fait, il avait été décidé... Donc à l'embuscade d'Ouzbin, disparaissent 20 soldats français. Exactement, donc il a été décidé de renforcer le détachement français qui était déjà présent là-bas, notamment il y avait un détachement hélicoptère. Et donc on y a envoyé des hélicoptères Gazelle, donc un petit peu en précurseur de la future arrivée du Tigre. Parce que rappelons que le Tigre, c'est une grosse machine de guerre, extrêmement blindée, avec le légendaire canon de 20 mm, je crois. Il y a un canon de 30 mm. De 30 mm, je confonds toujours, mais donc le légendaire canon de 30 mm à la très grande précision. Bref, c'est la machine idéale pour de l'appui-feu au sol. Exactement. La Gazelle, un peu pas à l'inverse, mais disons, je sais plus qui disait ça à ce micro, mais c'est blindé essentiellement contre les moustiques. Et encore, donc c'est pas exactement les mêmes conditions d'emploi et c'est pas exactement la même logique, mais n'empêche que c'est quand même plus ou moins en soutien des troupes au sol que vous étiez déployé. Exactement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est lorsqu'on engage un hélicoptère sur un théâtre d'opération, il y a un effet psychologique qui est très important chez l'adversaire. Et également chez nous, en fait, pour nos camarades qui sont au sol. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision d'hélicoptère qu'on n'a pas lorsqu'on est au sol. Et l'hélicoptère est capable d'apporter énormément d'informations, qu'ils soient tactiques ou sur l'environnement, et qui vont permettre de prendre des bonnes décisions. Donc en fait, même si la Gazelle paraissait peut-être moins bien armée qu'un Apache ou un Tigre à l'époque, puisque... Les Apaches, c'est la version américaine. Américaine, exactement, et c'est celle avec lequel les Français travaillaient lorsqu'elles avaient besoin d'un appui. Et donc l'objectif à l'époque aussi était de retrouver une certaine autonomie au niveau de nos troupes qui étaient engagées pour pouvoir un petit peu mener nos opérations sans avoir l'aide des Américains ou d'une autre nation, même si on était dans une coalition en particulier. Ça s'était bien passé en 2009 ? Oui, tout à fait, en 2009, tout à fait. Donc c'était le deuxième mandat. Un premier mandat avait été déployé en octobre 2008. Et en 2009, on était parti là-bas. Moi, c'était la première fois. Je sortais de Côte d'Ivoire, en fait. En fin d'année 2008, j'étais en Côte d'Ivoire lorsqu'on m'a demandé si je voulais être déployé en Afghanistan en avril 2009. Et effectivement, en avant. C'était une sacrée expérience. C'était chaud ou pas, le premier ? Parce que voilà. En fait, si vous voulez, c'est un théâtre qu'on a découvert puisque ça faisait des années qu'on était fixé un petit peu sur les théâtres que ce soit ex-Yougoslavie et Côte d'Ivoire. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert en termes d'environnement. De la montagne très haute, de la poussière, parce que c'est plus de la poussière que du sable là-bas, des fortes chaleurs. Ça a un peu son importance, ce qu'on va dire, parce que la différence entre la poussière et le sable, c'est que la poussière, ça vole plus haut et c'est pas tout à fait neutre dans... On va dire que si on rentre dans le technique, effectivement, ça a pas les mêmes impacts, notamment sur la mécanique, effectivement, des hélicoptères, et donc les machines sont très éprouvées. On
pourra en reparler si vous voulez. Mais effectivement, les hélicoptères sont actuellement équipés de ce qu'on appelle de filtres anti-sable lorsqu'ils sont déployés dans des théâtres type africains. Et le sable, c'est un certain diamètre en fait. Donc le filtre va pouvoir absorber ces particules et faire en sorte de préserver la mécanique. La poussière, c'est un peu plus compliqué puisque le filtre anti-sable, par essence, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour empêcher un certain diamètre de particules de passer, et la poussière n'en fait pas partie. Donc, c'est un détail qui a son importance, parce qu'on y reviendra notamment sur ce que vous racontez à la fin de ce livre. Donc, ça c'était nouveau, mais c'était bien. Enfin, en tout cas, c'était pas, ça s'était pas mal passé. En fait, ça s'était pas mal passé. C'était très riche en enseignements à tous les niveaux, que ce soit dans l'interaction qu'on a pu avoir avec les autres nations qui participaient à cette opération. Donc, pour nous, c'était assez nouveau, puisqu'on était principalement en franco-français en Afrique. Un peu moins nouveau avec le Kosovo. Mais au Kosovo, on bossait principalement entre nous. En Afghanistan, il nous arrivait de faire des opérations communes avec d'autres nations, et ça c'était très intéressant, très enrichissant. Donc un mandat en 2009, ensuite vous rentrez, et puis c'est le moment de repartir. Alors c'est peut-être le moment d'introduire l'autre personnage de cet ouvrage, qui est votre chef de bord. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est intéressant aussi, parce que je vais le dire, c'est le centre du livre, c'est votre relation avec lui et les liens que vous aviez créés. Mais donc, ce chef de bord qui est donc Mathieu Gaudin. Justement, peut-être parlons-en, c'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe ? Vous le connaissiez depuis combien de temps ? Et à quel moment est-ce qu'un binôme, dont dans le livre c'est apparent que c'est un binôme qui devient très organique, quoi, ça devient la cellule, en quelque sorte. Quand est-ce que vous vous rencontrez ? C'est-à-dire à quelle fréquence ça tourne, quoi ? En fait, c'est, si vous voulez, à l'époque, le capitaine Gaudin venait d'arriver au régiment. En fait, c'est un ancien sous-officier comme moi, et donc lui a passé un concours qui lui a permis d'accéder à l'épaulette et donc de passer officier. Et ensuite, il a suivi le cursus de formation des officiers pilotes. Donc, ils sont amenés à devenir chef de bord, chef de patrouille assez rapidement. Mais lui avait déjà une expérience de pilote, de commande de bord. Quand il rappelons qu'il y a une sorte de division des tâches dans l'hélico. Il y a celui qui pilote, en l'occurrence c'était vous, et il y a le chef de bord qui prend tout un tas d'autres décisions sur la navigation et puis aussi sur l'engagement du feu. Et l'idée étant que c'est bien que la même personne n'ait pas à faire les deux, parce que ça permet de se concentrer sur chaque tâche un peu plus. Exactement. Donc le pilote, voilà, il est force de proposition dans les trajectoires, dans ce qui se passe sur le terrain. Et le commandant de bord, lui, ou chef de patrouille, il a pour objectif de conduire la mission. Donc tactiquement parlant. Et donc c'est lui qui va diriger l'hélicoptère ou les hélicoptères, puisque là en l'occurrence le capitaine Gaudin était chef de patrouille. Donc c'est lui qui va les diriger dans le terrain, et c'est lui qui va faire les comptes rendus à l'échelon supérieur. C'est lui qui va prendre contact avec les troupes au sol. Donc c'est un peu votre chef, mais en même temps c'est un peu plus que ça aussi, puisque vous êtes coincé à deux dans le même hélico qui est pas immense, sur des périodes assez longues. Donc forcément ça crée des liens un peu plus que de subordination. Exactement. Mais en fait c'est un peu ce qu'on vit, ce qu'on peut voir dans le livre un peu, et c'est là où tout militaire pourrait presque se retrouver. C'est un peu le lien qu'on crée en fait dans une unité. Mais là, c'est au niveau un petit peu macro, puisqu'on est au sein d'un hélicoptère et qu'on n'est que deux. Et forcément, il faut développer des automatismes, apprendre à se comprendre, puisque chacun a son petit langage personnel, même s'il y a le langage technique qui permet de faciliter les choses, mais voilà, chacun a ses petites manies en vol. Voilà, c'est comme sur la route. Et donc l'idée, c'est
c'est de s'approprier les manies des uns et des autres, d'essayer de les faire fusionner de façon à pouvoir avoir un équipage le plus performant possible sur le terrain. Le capitaine Godin, je l'avais déjà rencontré quelques fois à très rares occasions. On se connaissait juste dans le cadre du travail. Il est arrivé au régiment, il a été très vite déployé sur une autre mission avant de repartir en Afghanistan. Et quand il est rentré, effectivement, c'est lorsqu'on s'est préparé à l'Afghanistan qu'on a pu commencer à échanger, à confronter un peu nos façons de travailler. Alors bien évidemment, c'est souvent le pilote qui s'adapte à son chef de bord, mais ayant eu déjà l'expérience de l'Afghanistan, en fait, ça m'a permis de pouvoir lui donner des informations complémentaires qui lui aussi lui ont permis d'apprendre à connaître le théâtre un peu plus tôt, quoi. Voilà. Il était sympa. Enfin, je veux dire, vous avez accroché tout de suite ou pas ? Oui, bien sûr. Alors après, moi, je suis quand même d'un naturel assez avenant. Je m'entends bien assez bien avec tout le monde. Donc, j'avoue, j'ai jamais eu de problème particulier. D'ailleurs, avec pas grand monde dans la latte en général. Toutes les personnes avec qui j'ai volé, ça s'est très bien passé. Mais ça crée quoi comme lien ? Parce que, par exemple, on en reparlera, j'imagine, mais je sais pas, vous allez bouffer les uns chez les autres. Enfin, est-ce que ça se développe dans le personnel, dans l'interfamilial par exemple, ou est-ce que c'est du boulot et on peut percevoir qu'il y a plein d'avantages aussi ? Est-ce que ça reste du boulot ? Ça dépend vraiment des unités. Au 3e régiment d'hélicoptères de combat éteint, c'est une unité qui est quand même assez isolée. Et donc les gens sont amenés à plus se rencontrer dans le domaine du civil. Au 5e régiment d'hélicoptères de combat, à Pau, c'est une zone qui est un peu moins isolée, on va dire. Et donc les gens, alors ça leur arrive de se revoir dans des circonstances particulières. Mais si vous n'avez pas d'atome crochu particulier avec des gens de votre unité, en général, vous les revoyez très peu dans le civil. Chacun fait un peu sa vie. Voilà. Donc ça, c'était un peu la particularité du 3e régiment d'hélicoptères de combat, où on avait effectivement plus de facilité à se retrouver dans le civil, parce que, en fait, dans la région, il y a quasiment que du militaire, quoi. Donc c'est difficile socialement on va dire, d'aller chercher entre guillemets du réconfort ailleurs. Voilà. Non. Et du coup, donc, vous partez en Afghanistan ensemble, et c'était quoi vos missions ? C'est-à-dire, est-ce que c'était la même chose déjà qu'en 2009 ? Est-ce que c'était quelque chose ? Est-ce que vous aviez l'impression en fait, c'est ça ma question. Est-ce que vous aviez l'impression de connaître ? Est-ce que vous aviez l'impression d'y retrouver ce que vous aviez lâché 2 ans plus tôt ? Ou est-ce que vous aviez l'impression d'arriver quand même dans l'inconnu ? Alors, pas du tout. J'avais pas l'impression d'arriver du tout dans l'inconnu. Et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Déjà, la zone dans laquelle on évolue, elle était quand même assez petite. Donc en gros, on est sur du 30 km par 30 km. Ça peut sembler énorme pour de l'infanterie, pour des troupes au sol qui manœuvrent en voiture, en véhicule blindé. Mais c'est sûr, quand il faut le faire à pied, c'est plus fatigant que alors, sans parler de plus fatigant, c'est que en fait, l'appropriation de l'environnement est beaucoup plus longue. Et en hélicoptère, 30 km, c'est lorsque vous passez 3 mois, en fait, vous connaissez par cœur quasiment le moindre recoin de vallée, quoi. C'était les mêmes 30 km qu'en 2009. Il y avait quand même la Capissa supplémentaire en plus là pour le coup, mais bon, c'est pas non plus c'est pas géant. Enfin, pour nous, c'est pas géant. Et surtout, on avait à l'époque, on a ce qu'on appelle en régiment un entraîneur tactique. Donc c'est une espèce de simulateur, donc un grand écran qui met sur lequel il y a plusieurs ordinateurs en réseau, et ces ordinateurs peuvent simuler un tigre, une gazelle, etc. Et donc ces grands écrans, en fait, on a de la cartographie 3D, donc qui a été numérisée. Alors un peu grossièrement pour l'entraînement. C'est un tactique. Très très bon flight simulator, quoi. Exactement. Et sauf que là, en fait, pour l'Afghanistan, en fait, on a eu la possibilité, en fait, d'avoir de l'imagerie satellite 3D qui a été modélisée.
uniquement sur la zone de l'Afghanistan, de façon à ce qu'on puisse s'entraîner. Ce qui fait que, en fait, même au bout de 2 ans, quand je m'entraînais avec mon camarade Mathieu sur la zone, sur notre future zone d'engagement, en fait, c'était comme si j'étais jamais parti, en fait, puisque c'était exactement la même. Donc il y avait tout, les Talweg, le moindre campand était représenté. Les Talweg, donc c'est les fonds de vallée. Les fonds de vallée, exactement. Donc c'est ce qui nous intéressait en particulier. Donc on pouvait s'entraîner à toutes nos procédures d'appui dans un environnement en fait quasi réel en fait. Donc ça c'est quand même très bien. Et pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, comme Mathieu à l'époque, je pouvais lui dire tiens, regarde là c'est comme ça, là il y a un petit ça change un petit peu. Enfin c'est une zone qu'on utilisait beaucoup. Enfin voilà, donc c'est hyper enrichissant pour partir. On part pas à l'inconnu quoi. Donc ça c'est top. Et alors ensuite il y a le choc du réel, enfin la confrontation avec le réel, et là il y a un truc qui est très marquant, je ne sais pas si c'est le souvenir que vous en avez encore, mais c'est très apparent dans le livre, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Il y a l'idée que ça ne va pas et ça va de plus en plus pas. C'est une sorte de... Plein de signes. De trucs de semi-prémonition, semi-signe objectif, mais en même temps les signes, selon comment on les regarde et comment on les interprète, ça peut vouloir dire tout ou rien. Mais en tout cas, manifestement, il y a pendant ce mandat un sentiment, en tout cas vous, je ne sais pas si c'était totalement partagé, mais en tout cas vous, il y a un truc qui n'allait pas, quoi. C'est ça, en fait c'est des petits marqueurs en fait, des petits signaux faibles qui ont fait que de se conforter au fur et à mesure en fait, que les choses avaient un peu évolué. Alors déjà on avait changé de zone, en soi c'était pas déroutant, mais le comportement des machines, moi, m'avait beaucoup marqué à ce moment-là, parce que les machines, elles semblaient moins performantes, mais c'était surtout lié au fait que on n'était pas tout à fait au même endroit, et que sur l'aéroport de Kaboul, en fait, vous avez sur la zone au nord de l'aérodrome de Kaboul, enfin de l'aéroport. Pas de l'aérodrome, de l'aéroport. Il y a une grande barre rocheuse, une grande petite ligne de crête là qui est assez haute. Et pour le coup, lorsqu'on était dans la zone sud, on ressentait pas trop ses effets. Lorsqu'on était dans la zone nord, ça brassait quand même pas mal. Ce qui fait que les machines qui étaient déjà avec des capacités assez limitées en termes de puissance, etc. En fait, on s'est retrouvé avec des capacités encore plus... à mon sens, je les trouvais beaucoup plus limitées. Donc il fallait être beaucoup plus précautionneux dans le pilotage. Mais c'est quoi ? Non, parce que, pour tout vous dire, j'ai rarement piloté un hélicoptère, donc jamais quoi. Du coup, c'est quoi ? C'est la puissance de la machine, c'est votre capacité à vous élever, c'est votre vitesse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous sentez ? En fait, lorsqu'on... Alors, je vais essayer de trouver une petite analogie avec la voiture. Il y a moins de reprises ? Ouais, c'est ça. En fait, lorsque vous appuyez sur le champignon, en fait, et la voiture, en fait, elle a du mal à s'élancer, voire elle s'élance pas du tout. Elle sentait que ça part pas, quoi. Là, en hélico, lorsque on agit sur le pas collectif, donc c'est la commande qui se trouve sur la partie gauche du pilote. Donc c'est comme un frein à main, en fait. Là, lorsque vous tirez dessus, en fait, vous agissez sur l'incidence des pales du rotor. Voilà. Et donc c'est ce qui va permettre à la machine de s'élever en l'air et de pouvoir monter en fait. Voilà, si je peux décrire ça un peu grossièrement. Et en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit assez un peu verticale pour que ça monte, et à l'inverse, quand vous avez atteint la hauteur que vous souhaitez, elles peuvent être très horizontales et vous donner plus de portance. Alors non, alors faut pas du tout le voir comme ça. C'est en gros pour décrire, c'est-à-dire que lorsque vous allez tirer dessus, en fait, c'est sa capacité déjà à s'élever facilement. Et ensuite, lorsque vous avez atteint une certaine hauteur de pas, on va dire, c'est sa capacité à rester. Voilà, à rester à la hauteur à laquelle vous lui avez dit de rester, en fait. Voilà. Et donc là, en l'occurrence,
c'est lorsqu'on devait tirer, il fallait tirer quasiment tout ce qu'on avait sous le coude. Et on n'était pas forcément sûr, malgré les calculs de performance qu'on faisait au départ, on n'était pas sûr de pouvoir mettre en stationnaire la machine. Parce qu'il y avait des configurations au niveau de l'environnement aérologique qui n'étaient pas favorables à ça. En gros, toutes les courbes qui nous permettent de calculer est-ce qu'on va pouvoir se mettre en stationnaire à telle altitude, etc. En fait, ce sont des courbes qui sont très théoriques, avec des moteurs neufs, dans des conditions hyper aseptisées, de pression, d'altitude, de température. Et en fait, dans la vraie vie, le moteur, il a quelques années déjà. Vous avez des turbines qui sont un petit peu entamées, forcément avec l'ingestion de poussière. Enfin, voilà, à force de voler, il y a forcément une usure des pièces. Voilà. Donc tout ça, en fait, fait que votre machine, elle est moins performante. Voilà, c'est comme une bagnole au départ où vous avez un peu de gouache et puis au fur et à mesure que vous roulez, si vous êtes un peu, si vous n'avez pas tendance à taper trop dedans, ça obstrue un petit peu le carburateur et puis il y a moins de reprise, quoi. Voilà. Et donc ça vous travaille un peu? Alors au début non, ça me travaille pas. Je me dis c'est une difficulté à prendre en compte. Et puis il va falloir que ça le fasse. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc on le fait et puis on va travailler, on va trouver une façon de faire qui va nous permettre de remplir nos missions sereinement. Donc c'est pas optimal, mais bon, on s'adapte. Hein, on est payé pour ça et puis c'est notre job. Non, après c'est comme je disais, comme je l'ai raconté dans le livre, en fait il y a d'autres signaux qui font que il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Un décollage où en fait on s'écroule, en fait on décolle en patrouille et puis on en vient à s'écrouler, en fait perte de puissance, je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est la turbulence de l'hélicoptère de devant, je ne sais pas. Pourtant on croisait pas son flux, mais bon. Et puis obligé de dégager à droite, un avion qui pose en même temps, qui doit remettre les gaz, on se pose en catastrophe. Bon, c'est bizarre quand même parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'on est arrivé et il y a déjà beaucoup de choses qui font que il faut qu'on personne n'est mort, mais c'est bizarre quand même, mais c'est pas bon. Ouais, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit très vigilant parce que effectivement les machines, les conditions font que les machines réagissent pas très bien. Voilà, donc on sait pas trop. Mais ce qui est captivant là-dedans, c'est que tout ça, c'est que des trucs internes à vous. C'est-à-dire, c'est la bécane, et puis pas forcément que la machine, mais c'est des trucs techniques internes à l'armée française, à l'aviation légère de l'armée de terre, enfin à votre déploiement. Et en même temps, vous êtes sur une zone de guerre, avec des ennemis qui théoriquement peuvent vous taper, puisqu'ils ont des missiles. C'est-à-dire, quelle est la partie d'inquiétude interne en quelque sorte, et quelle est la partie de quand même c'est une zone de guerre avec des ennemis quelque part? Non, on n'est pas plus inquiet que ça en toute franchise, hein. En fait on est dans une mission qui est quand même qui est pour nous assez exaltante, qui est parce que en fait là, les tigres sont déjà là. En fait faut savoir qu'à cette époque là il y a déjà des tigres, il y a des tigres en plus des gazelles, et que on agit de façon assez complémentaire sur le théâtre. Et surtout, donc quand ça canarde, c'est pas forcément vous qu'on envoie en premier, c'est plutôt les tigres. Oui, en fait, déjà oui, et surtout sans parler de qui on envoie, etc. En fait, on est là pour appuyer des troupes au sol, des gens qui sont effectivement sous le feu, qui se retrouvent un petit peu dans une position délicate. Et en fait, c'est bizarre, mais en fait, nous, on voit vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on est là pour sauver les copains, quoi. Franchement. Là, on est là, on se dit. C'est pas vous les plus exposés. C'est pas nous qui sommes les plus exposés, effectivement. Et nous, il nous tient à cœur de pouvoir appuyer nos copains et puis de faire en sorte que tout le monde rentre, en fait. C'est l'objectif principal.
Et je pense que c'est ce qui nous motive le plus en fait. Voilà, au-delà de toute configuration perso, etc. Et ce seul sentiment dont on parlait il y a 2 minutes, il était partagé au-delà de vous, alors par votre chef de bord Mathieu, même par, vous n'étiez pas la seule gazelle sur place, c'est-à-dire, est-ce que c'est un truc de vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui se propage un peu dans le... Pas du tout, non, c'est vraiment ça c'est vraiment propre à moi. Dans le détachement, j'étais le seul à avoir participé à déjà une mission en Afghanistan. Alors il y avait un autre chef de patrouille qui était allé après moi, mais effectivement nous comme on était en équipe, on était en 2 équipes différentes d'alerte, on se côtoyait pas trop à ce moment-là, mais sinon moi au niveau de mon module, j'étais le seul à y être allé, et donc moi non, je n'étais pas inquiet, mais j'avais effectivement, je ressentais, il y avait des choses qui me semblaient bizarres, Et je me suis dit bon, est-ce que ça va changer ? Oui, non, j'en sais rien. Mais voilà, il va falloir être vigilant, quoi. Vigilant. Et oui, parce que c'est le truc avec ces choses-là, c'est s'il se passe rien, on oublie très facilement, et puis s'il se passe quelque chose, tout prend du sens. Ouais, à l'aune de ce qui se passe. Mais c'est pour ça que c'est les choses qui ressortent. Je me dis effectivement, il y a eu ces petits signaux qui ont fait que putain, est-ce que c'est pas on n'est pas en train de me dire qu'il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Pour ça, c'est purement personnel, quoi. Là, ouais. Mais oui, c'est un livre, un témoignage, c'est personnel. Et justement, donc quand il se passe quelque chose, c'est quand ? Enfin, donc c'est en juin 2011, la réponse est sur la 4e de couverture, mais c'est quand dans votre mandat, c'est quand par rapport à... C'est au tout début. C'est au tout début, ça se passe quasiment 15 jours après notre arrivée. Donc en fait on est vraiment, c'est vraiment les prémices, on est en train de trouver des automatismes, on est en train de se refaire un petit peu à l'environnement, etc. Et puis le jour où l'accident arrive, en fait, on était d'alerte. On était d'alerte à Tora. On était 2 patrouilles. Enfin, on était on était sur une patrouille de 2 sur Tora en alerte, et puis prêt en mesure d'intervenir si besoin. On sortait de 2 ou 3 jours d'alerte, et le matin de l'accident, c'est la relève. Donc les autres équipages arrivent, donc là on en profite, et ça a été, je crois, la meilleure idée qu'on ait pu avoir à ce moment-là, parce qu'on n'est pas du genre à faire ce genre de truc en plus. Si on a pris des photos, on était tous ensemble, c'était l'occasion, c'était le matin, il y avait un super lever de soleil, et on décide de faire des photos, et on rentre sur Kaboul. Et puis là, il y a une mission qui tombe, la mission d'Eli Transport, là, d'un groupe de personnes vers Nijrab et Tagab. Et donc il faut pour préciser, c'est pas vous, puisque on l'a dit, une gazelle c'est pas gros, donc vous allez pas en plus stocker des gens, mais par contre nous on fait de l'ouverture d'itinéraire et alors on appelle ça grossièrement de l'escorte, mais en fait effectivement on est là pour ouvrir l'itinéraire du Cougar qui est avec nous en l'occurrence. Le Cougar qui est donc un hélicoptère de transport, oui, avec beaucoup plus de capacité. Exactement. Et donc on sortait d'alerte, c'était pas forcément judicieux, mais comme c'était une mission qui était assez simple, et qui se faisait juste un petit peu avant la nuit, il y aurait une partie de nuit, mais rien de méchant. On dit on va se reposer un petit peu, et puis on prend en compte la mission sans problème avec mon camp de bord. On prend la météo. A priori, c'est la météo classique, il fait beau, mais il peut y avoir des chasses poussières, des machins. C'est quoi, c'est des phénomènes météorologiques locaux Oui, exactement. En fait, c'est un peu comme on vous dit, aujourd'hui vous êtes en vigilance jaune, potentiellement il y aura des orages. Vous en aurez ou pas. Voilà. Donc c'est un peu ça en permanence là-bas. Et donc les phénomènes de chasse-poussière, il y en a régulièrement. Donc moi, ce que je me souvenais du chasse-poussière en 2009, c'était pour le coup, c'était des vents de sable des vents de poussière qui étaient assez réguliers, qui arrivaient. C'est arrivé sur une période, je crois, d'un mois, où tous les jours, quasiment vers 17h,
vous avez un vent de poussière avec des réductions de visibilité de moins d'1 kilomètre, vraiment un brouillard coupe au couteau, mais avec de la poussière, quoi. Donc vraiment le truc pas génial. J'ai eu l'occasion de voler dedans. C'était pas très agréable, mais bon, on arrivait quand même à faire le taf si on était tombé dedans. Et l'idée, c'était pas de tomber dedans quand même. Donc, il y a cette mission de transport, donc vous escortez le Cougar, et là, à quel moment de la mission est-ce que ça commence à se produire? Donc on aura compris, peut-être on aura deviné que il y a un problème météo qui se profile. Ouais, tout à fait. Alors en fait, on est en fin de mission. On est allé à Nijrab, on est allé à Tagab, on est revenu à Nijrab, et là il est à peu près 19h15, 19h30, la nuit est tombée. Il est temps de mettre ses jumelles de vision nocturne. Donc le Cougar est posé à Nijrab. Et donc nous on est en train de tourner autour de Nijrab, puisque le Cougar lui est posé dans la FOB. Et donc l'idée c'est que à son décollage on ait pu sécuriser la zone, voilà, pour qu'il puisse décoller en toute sérénité, qu'il n'y ait pas de problème particulier. Donc là en l'occurrence on s'équipe, là je mets les jumelles de vision nocturne. Et je m'aperçois que dans la zone où on va aller, en fait c'est très simple, entre Nijrab, en fait on allait en direction de Kaboul, mais on allait passer par une vallée qui se situe à peu près au sud-est de Bagram. Donc globalement on prend la direction de Bagram vers Nijrab, voilà, au nord-ouest. Et donc dans ces zones-là, pour environ une vingtaine de kilomètres, j'aperçois une grosse masse blanche. Donc pour vous décrire un petit peu ce qu'on voit en jumelle de vision nocturne, c'est une vision qui est faite qui est faite de vert et de noir, en fait. Voilà, le vert étant, on va dire, la lumière, tout ce qui est capté en termes de luminosité dans l'environnement, puisque c'est pour ça qu'on appelle les jumelles de vision nocturne des systèmes d'intensification de lumière. Donc en fait, ça capte la lumière, ça l'intensifie, et ça vous permet d'avoir en fait des nuances de vert et de noir, et donc de voir un peu tout l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Donc voilà. Et donc lorsqu'on aperçoit cette zone un peu vert, un peu vert clair blanc, là je me dis tiens, ça ressemble à un nuage, puisque c'est ce qu'on voit. Et puis nuage, c'est un nuage, quoi. Voilà, il y a un nuage au loin. Vous dites pas que c'est une tempête de sable, surtout la tête que ça avait, quoi. Donc nuage, ok, on a visuel sur le nuage. On va voir si on peut passer dessous, si on peut passer dessus, si on peut le contourner. C'est un peu le principe du vol à vue, donc on dit on verra bien. Okay. Donc là le Cougar redécolle, il part en direction de la zone où il y a le nuage, et parce que c'est la zone où on devait passer, il y a un col, qui est le col de Bagram pour le coup, et qui ensuite nous amène dans la grande plaine de Chamali, si je ne me trompe pas, et qui est au sud de Bagram, et qui nous permet d'aller ensuite sur Kaboul. Et donc au fur et à mesure, donc nous on est en arrière du Cougar qui lui évolue assez bas. On fait la sécurisation en avant de son itinéraire, et au fur et à mesure qu'on avance, les conditions se dégradent, et on est obligé de descendre jusqu'à se retrouver quasiment au même niveau que lui. Donc là, la visibilité se réduit fortement. Donc là, il n'y a plus de sécurisation, on est en vol en formation, les conditions sont pas terribles. Le Cougar devant lui, pour l'instant, a visuel sur son itinéraire, donc nous on le suit sans problème. Et donc on fait ce qu'on sait assez bien faire dans la latte pour le coup, c'est voler dans des conditions un peu dégradées, voire très dégradées. Et puis on y va, on adapte nos vitesses, notre altitude, et puis on avance petit à petit. L'idée c'est de passer, en fait. On est juste dans un nuage. On se rend compte quand même que le nuage, il y a quand même un peu de vent, puisqu'on a un système qui nous permet de lire notre vitesse sol, et donc ça nous permet de voir un peu
potentiellement le vent relatif qui est dessus. Donc là, on s'aperçoit quand même qu'il y a un peu plus de 80 km/h de vent. En fait, la différence entre la vitesse que vous avez sur le compteur, que vous percevez, et la vitesse qui est par rapport au sol. Donc là, en faisant la soustraction des deux, vous voyez c'est ça, mais exactement. Et donc on se dit, il y a quand même pas mal de vent, ça turbule un petit peu, etc. Et puis on finit par percuter que malgré les jumelles de vision nocturne, que effectivement on est bien dans un vent de poussière, et donc c'est pas terrible. Quelques minutes plus tard, le cougar continue d'avancer, et puis là d'un coup, plus de cougar devant nous, il disparaît. On se dit, mince. Là, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, on prend liaison avec lui, et puis on lui dit, écoute, on a perdu visuel sur toi. On allume les feux anti-collision, etc. Et puis, je pense qu'on va revenir en arrière. C'est la décision qu'on en discute avec Mathieu, et puis on se dit, là, les conditions sont pas top. Si on continue comme ça, on va dans un col, ça risque de se boucher un peu plus. Je pense qu'il faut qu'on fasse demi-tour, et tant pis, on va contourner, on va passer par un autre endroit, et puis on verra bien. Donc Mathieu prend contact avec le couillard dit, pas de problème, on fait demi-tour, et puis on va trouver un autre itinéraire. Donc le couillard fait demi-tour, donc on avait allumé nos feux. Il passe travers nous, on a visuel sur lui, ok, on lui annonce, on a visuel sur toi, on embraye derrière, et puis c'est parti, on fait demi-tour. Le temps d'embrayer, ça dure, je sais pas moi, c'est quelques minutes, longues minutes, j'en sais rien, secondes peut-être. Et puis là, d'un coup, pareil, là c'est rideau. Et là, contrairement à ce qu'on avait quand on a perdu le cougar, où en fait, c'est juste la visibilité qui s'était réduite un peu, mais on avait quand même de la visibilité face à nous. Là, en fait, on n'a plus de visibilité, on est complètement dans le nuage. Il y a une densité de poussière qui est telle qu'en fait, on voit vraiment plus rien. On voit même plus à 50 cm devant nous, en dessous de nous, j'en parle même pas. Et donc là, c'est un peu, c'est un peu rude, parce que on a le cougar devant, on sait pas ce qu'il fait. On a des montagnes à gauche, des montagnes à droite. On maîtrise pas les distances, et on est dans le brouillard le plus total, quoi. Et en plus, vous avez du vent qui peut vous déporter à droite à gauche, donc c'est même pas comme si vous pouviez... c'est ça, donc nous, en fait, on fait ce qu'on a appris, on garde le même cap, et puis on essaie de tenir, on regarde nos instruments, on essaie de faire ce qu'on peut pour pas trop dévier, même si malheureusement, il y a toujours une petite part qui fait que... À l'époque, j'imagine que vous n'avez pas une console un positionnement GPS précis, non. Non, justement, c'est que aux instruments, quoi. C'est que aux instruments, et donc c'était vraiment très particulier. Et puis là, il fallait se concentrer, parce que en fait, lorsqu'on est dans un nuage, en fait, on a ce qu'on appelle des illusions sensorielles. En fait, vous pouvez avoir la sensation. Alors, c'est des tests qu'on fait normalement dans des capsules spécifiques, notamment à Mont-de-Marsan, où en fait on vous met dans des configurations où on vous cache les yeux, puis on vous fait croire que le bâtiment bouge, on vous dit remettez-vous à plat, pop, vous remettez à plat, puis en fait la machine elle est complètement inclinée comme ça. C'est juste pour faire prendre conscience qu'en fait que l'oreille interne, on peut lui jouer des tours, et donc on peut vous mettre dans n'importe quelle position sans vous en rendre compte. Et en fait le phénomène qui se passe lorsqu'on rentre en couche, lorsque vous n'avez pas de référence extérieure, d'horizontalité, vous pouvez se retrouver avec ces fausses impressions. Et donc la seule chose qui vous ramène à la réalité, c'est vos instruments. Donc en fait, il faut se concentrer sur les instruments impérativement pour rester à plat, pour avoir la bonne vitesse, pour pas avoir cette sensation d'être accabré, etc. Enfin, on s'entraîne pour ça, en fait. On s'entraîne pour ça. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve dans cette configuration-là, et puis là, il y a plus qu'à attendre il faut sortir de ça, quoi. On sait bien qu'on peut pas monter, parce qu'on n'a pas assez on ne sait pas sur combien de hauteur en fait il y a le phénomène. On peut pas descendre parce que on ne sait pas s'il n'y a pas des reliefs ou quelque chose que ce soit en dessous de nous. Donc là on se dit ok, on reste comme ça, et puis
on prie pour sortir de ça tout droit, quoi. Et puis pour le coup, quelques secondes plus tard, donc là on n'a plus de communication avec le Cougar. Et quelques secondes plus tard, en fait, j'ai l'impression de voir le sol se dessiner. On était à une 50aine de mètres au-dessus du sol, un peu plus. Ça, vous avez l'altimètre qui vous dit quand même. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. La radiosonde même, puisque en l'occurrence en Gazelle, on travaillait avec la radiosonde, notamment de nuit, qui nous permet d'avoir une hauteur par rapport au sol, en instantané. Et donc quelques secondes plus tard, donc je vois et j'annonce à mon chef d'or, je crois que j'ai vu le sol, il faut qu'on descende, on va poser parce que sinon là ça va être compliqué. Il fait ok, donc là je mets en descente, j'essaie de prendre un peu de vitesse pour pouvoir rapidement prendre la vue du sol pour pas se refaire piéger, mais encore plus bas. Et donc là j'installe la machine en descente, donc on prend un peu de vitesse et puis là à un moment donné je suis obligé quand même de soulager la machine, donc en tirant sur la puissance pour pas qu'elle prenne trop de vitesse en fait. Et puis c'est là que le moteur s'éteint. Le moteur s'éteint, donc là on entend le bruit caractéristique de la turbine qui coupe. En Gazelle, elle est assez connue parce que déjà le bruit de la Gazelle en elle-même, le bruit de la turbine est assez strident. Et en fait, tous les pilotes de cette époque-là, en fait, ont fait leur formation sur Gazelle. Et dans la formation Gazelle, vous avez une phase où ce qu'on appelle la phase autorotation, donc qui est une phase où on coupe volontairement la turbine en entraînement avec un moniteur et on apprend à poser sans turbine. Voilà. Alors, autorotation, c'est donc on coupe le truc et l'idée c'est que l'hélico se met à tourner et on remet les gaz juste avant le sol. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, ça c'est ce qu'on fait en entraînement. Effectivement, on s'entraîne à ça en entraînement, mais on coupe pas. En fait, on se met juste ce qu'on appelle plein petit pas. Donc en fait, on se met puissance minimum. La machine s'installe en descente. On affiche une vitesse qui est dans la procédure, on va dire, qui nous permet d'avoir la meilleure finesse pour planer, si on peut appeler ça planer en hélicoptère. Mais vous avez le plan optimal pour atteindre un point au sol. Et lorsque vous arrivez effectivement à une certaine hauteur, on fait un arrondi, ce qu'on appelle nous, on fait un effet de flair, de façon à casser la vitesse de la machine de descente, ralentir la machine également, et donc l'amener dans la meilleure configuration pour pouvoir justement glisser au sol. Voilà. En entraînement, normalement, une fois qu'on a fait le flair, on s'arrête, effectivement, on remet en puissance, on remet à plat et on se met en stationnaire. Lorsqu'on est en école, c'est la seule fois où les gens ont l'occasion de le voir en réel, parce que sinon ce serait trop compliqué. Puis surtout en école, on a l'avantage d'avoir des conditions aseptisées avec des terrains spécifiques dédiés à ça. Eh bien, on coupe vraiment la turbine. Et il n'y a pas de remise des gaz là. C'est on coupe la turbine, on fait le flair et on va bien glisser au sol. Voilà. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, les seuls qui en font tout le temps, ce sont les moniteurs à Dax, à l'école de formation initiale, dont j'ai fait partie, pour le coup, plus tard. Et donc, c'est là où vous en faites plein, parce que le but, c'est après de le montrer aux élèves et que vous appreniez aux élèves de le faire. Voilà, donc là, en l'occurrence... Et ça se fait que 2 jours, par contre. Ça, c'est un point particulier sur lequel c'est quelque chose qui est assez important. Donc là, en l'occurrence, lorsque la turbine se coupe le 10 juin 2011, il doit être 19h45, 19h50. Là, pour le coup, on s'y attend pas. On est déjà un peu oppressé par l'environnement particulier. Il fait nuit. On est dans un nuage de poussière dans lequel on essaie de s'extraire. On se dit, on a déjà cumulé pas mal de petits accros, on va dire, par rapport à par rapport au début de la mission. Et puis là, lorsqu'on entend le bruit caractéristique de la turbine qui se coupe, on a ce petit moment de sidération en fait,
qui il manquait plus que, en gros, il manquait plus que ça, quoi. Mais vous êtes à combien du sol à ce moment-là? je sais pas, on est entre 50 et 80 mètres, je crois, un truc comme ça. J'ai plus de souvenirs. Je crois que c'est 80 mètres. Mais ça fait haut, quoi. C'est assez haut, ouais. C'est assez haut. Et donc, la machine, là, c'est particulier parce que la turbine se coupe, et là, c'est un peu le sapin de Noël dans la machine, parce que tous les voyants s'allument, en fait. Tout s'éclaire. Donc là, malgré les filtres, il y a une pollution lumineuse qui se crée au niveau des jumelles. Et surtout, la pollution, elle se fait par le reflet des lumières sur le cockpit, sur la bulle. En fait, et c'est ça qui, plus le blanc des nuages, en fait, on voit plus rien. Et donc là, on se retrouve... vos jumelles de vision nocturne qui augmentent un truc qui serait déjà beaucoup de lumière les yeux nus. Exactement. Et du coup, ça fait... En fait, effectivement, les alertes lumineuses qui sont censées s'allumer par 1 et pas par 15, en fait, elles sont justement là pour attirer l'attention. Il n'y a pas un mode d'associer. Alors si, il y a un mode diminué, mais le but c'est quand même de l'avoir, cette panne. Sauf que là, c'est la panne multiple. Où en fait vous avez plus de turbine. Donc si vous avez plus de turbine, vous avez plus de génératrice. Donc vous êtes sur la batterie. C'est la batterie qui alimente les quelques points essentiels. Et donc là, en fait, il y a une saturation dans la cabine qui fait que en fait on voit plus rien, quoi. On voit plus rien. Donc là, la sidération du bruit de la turbine qui se coupe, toute cette lumière qui s'allume, les alarmes sonores qui voilà, on se dit on sait qu'on est bas, on sait que le temps de réaction il est pas bon, donc là on est figé, en fait. Et est-ce que vous avez justement un peu comme en école, vous avez la manip en tête? Vous savez ce qu'il faudrait faire? Complètement. En fait, on sait très bien ce qu'il faut faire. Mais comme je disais, en fait, à un moment donné, en fait, on s'est on est un peu résigné. On sait qu'on est bas, on est de nuit. La manœuvre qu'on doit faire, en fait, le seul réflexe dont je me souviens, c'est effectivement d'essayer de garder au maximum la machine à plat. Après, je me souviens pas d'avoir mis le pas en bas parce que en fait, globalement, la machine elle allait encore plus vite, en fait, pour percuter la planète à une hauteur déjà qui était basse, et dans tous les cas j'aurais jamais pu faire de flair. En fait, on voyait rien, et puis c'est passé. Est-ce que pour pouvoir faire un flair, il faut avoir un petit sens de à quelle hauteur vous êtes pour le faire exactement complètement, au dernier moment? Oui, tout à fait. Et exactement. Donc là, dans la tempête de sable, vous auriez jamais eu En fait, c'est ça. Et en fait, sans, comme je disais, en fait, je sais pas, on a eu un autre moment à nous. J'ai pas de. C'est très difficile à dire exactement ce qui nous passe par la tête, parce que il y a cette sidération, puis il y a cette prise de conscience de ce qui va se passer, en fait. Et puis après, comme je dis, en fait, on se dit je pense que là ça y est, de toute façon ça. On peut faire ce qu'on veut, ça va taper. Ça va taper, ouais. Ça va taper. Donc là, on est. Enfin, moi, je sais que je suis rentré dans une phase d'attente, en fait, que ça se passe. J'ai dit, de toute façon, là, ça va arriver dans 3, 2, 1, et puis et boum, voilà. Donc c'est. Donc ça a tapé. Donc ça a tapé, ouais. Et ça a tapé comment pour vous? C'est-à-dire, où ça a tapé... C'est... en fait, j'ai cette sensation de tassement et d'éjection. C'est très violent. Mais, vous avez été éjecté? Ouais. En fait, la machine, elle a tapé un peu en latéral. Alors, je serais incapable de vous dire exactement comment. Mais moi j'ai cette sensation de tassement et d'éjection, mais je ressens pas de douleur, en fait. C'est quelque chose qui est
Voilà, parce que les ceintures de sécurité sont pas faites pour tenir ce genre de choc, donc. Ah si, parce qu'en fait, parce qu'on était attaché à notre siège. C'est le siège qui est parti. Ah, c'est le siège qui a été éjecté entièrement. C'est le siège qui est parti. En tout cas, ce qui me concerne. Et puis, donc moi, j'ai été éjecté avec mon siège. Là, j'ai perdu connaissance. A priori, je me suis détaché. Bon là ça c'est l'enquête qui dit ça, parce que moi j'ai pas de souvenir de ce moment où je me détache, je rampe et après je reprends conscience là où reprend le livre, on va dire, parce que j'ai un blackout de 3 minutes, de 3 à 4 minutes, j'en sais rien. Voilà, mon commandant de bord, lui, il a été éjecté vers l'avant. Il a malheureusement il a pris la caméra sur la tête. Comme c'est quelque chose qu'on sait très bien dans ce cas de figure-là. Parce que c'est quand même un matériel qui fait 80 kg que vous avez au-dessus de vous lorsque vous êtes en position chef de bord. Et vous savez que lorsque vous avez si vous devez vous cracher, de toute façon, il y a un affaissement du système. Et donc, en fonction de comment vous êtes positionné, vous avez beaucoup de chances de vous prendre le matériel sur vous, quoi. Donc c'est assez difficile d'en réchapper, on va dire. Mais ça, on le savait. Ça, on le savait tous. Voilà. Et enfin, vous le saviez, et en même temps, sur le moment, donc, je veux dire, c'est les premières pages du livre, hein, ce moment où vous reprenez connaissance. Vous le saviez pas, enfin vous vous êtes dit que c'était probablement ce qui s'était passé pour lui, ou en fait je m'en doute, je l'appelle, j'ai pas de réponse, donc je me dis qu'il est quelque part, mais que ça doit pas bien se passer pour lui. Mais moi en fait je suis bloqué, je peux pas bouger, j'arrive pas à bouger mes jambes, donc je suis bloqué au sol, là je suis figé, j'essaie de me tortiller, j'arrive pas. Je trouve mon sac finalement, j'arrive à me débarouiller. Non, j'ai pas mal. Là, je suis juste concentré sur ce qui est en train de se passer. L'adrénaline y faisant beaucoup, je pense. Et puis voilà, j'essaie de trouver ce qu'il faut, parce que j'ai pas d'armes, tout a volé en fait. Mais c'est intéressant, c'est ça votre réflexe, alors même que c'est pas ce qui vous obsédait non plus depuis le début, le fait de vous faire choper par les insurgés, etc. Enfin bon, là à ce moment-là, c'est ça que vous avez en tête. Ouais, tout à fait. En fait, j'appelle mon camarade. Et je sais pas où est-ce qu'il est. Il y a encore beaucoup de poussière qui est en suspension. Ce que vous avez en tête, c'est donc de vous défendre. Et oui, c'est que l'ennemi est arrivé. Là, effectivement, on est au sol. Alors même que l'ennemi n'y est absolument pour rien dans tout ce qui vous est arrivé jusque-là. Exactement, mais ça, on en était très conscient. Mais après, on sait très bien que des gens peuvent surgir de nulle part et puis et nous avoir vus, entendus, j'en sais rien. Donc là, l'idée, c'est quand même d'aller, c'est de quand même pouvoir se défendre et puis de pas se laisser prendre, quoi. Donc là, effectivement, mon souci premier, c'est ça, c'est de trouver mon arme que je n'ai pas, puisque pour le coup, le fusil, il est pas dans une position il est pas sur nous, en fait, dans l'hélico. Il est au niveau du siège, mais on doit le récupérer, mais pour ça il faut pas se cracher, quoi. Et sinon on a l'arme de poing. Et l'arme de poing, je l'avais au niveau de ma cuisse, et elle s'était glissée sous mon mollet. Et là pour le coup, j'arrivais pas du tout à le prendre, quoi, parce que je pouvais pas bouger mes jambes. Donc, et puis comme j'ai pas les bras qui vont jusqu'aux chevilles, ça a été un peu compliqué. Donc un peu compliqué, ouais. Bon, moyennant quoi le Taliban n'est jamais arrivé. Oui. À la place, c'est des camarades qui sont arrivés. Oui, c'est les Américains qui sont arrivés. En fait, on a lorsque le crash a été déclenché, en fait, on a des balises de détresse. Et cette balise, lorsqu'elle se déclenche, peu importe où vous êtes dans le monde, elle arrive à Toulouse. Et c'est Toulouse qui dit, voilà, pour n'importe quel aéronef, d'ailleurs, balise déclenchée, en fait, et Toulouse qui prévient les autorités militaires comme quoi il y a une de ces machines qui s'est crashée. Donc là, ils ont pu voir que effectivement,
Ça s'est su. L'armée française a mis en place un dispositif pour venir nous récupérer. Et les Américains étant beaucoup plus proches, et pour l'instant, comme il y avait encore de la poussière, pour l'instant personne ne pouvait décoller. Et en fait, c'est un drone qui nous a repérés, un drone américain qui nous a repérés quand ça s'est dissipé. Et c'est pour le coup, c'est les Américains qui sont venus nous récupérer. Combien de temps ? Au bout d'1 heure et quart. 1h15, 1h20, ouais. Et donc, on l'a compris, mais votre camarade, votre chef de bord, va pas survivre au crash. Et pour vous, ça s'est passé comment ? C'est-à-dire, physiquement ? En fait, pour moi, lorsque j'ai été extrait, donc je pouvais quasiment plus bouger le dos. J'ai eu pas mal de tests. J'ai été rapatrié au Val-de-Grâce, où j'ai été opéré dans la foulée. Le dimanche, donc le crash a eu lieu le vendredi soir. J'ai été opéré dans la nuit de samedi à dimanche vers 4h du matin, 4-5h du matin, là, par un chirurgien. Là aussi, c'était extraordinaire. Le mec qui sortait de garde, il me dit ce sera peut-être pas moi qui vais vous opérer, je sors de garde. Je vous fais quand même le test pour savoir si j'avais encore de la mobilité dans mes jambes. Et en fait, à partir d'un certain degré d'immobilité, en fait, ils choisissent ou non d'intervenir tout de suite ou de décaler. Bon, en l'occurrence, il fallait intervenir tout de suite, donc le pauvre s'y est collé et il a fait du bon travail quand même. Donc, alors moi, j'ai quand même énormément de chance puisque j'ai une lombaire qui a complètement explosé sous le choc, voilà. Et donc j'ai des plaques dans le dos, voilà, pour me soutenir au quotidien. J'ai eu une fracture au niveau du coude légère et de multiples petites fractures au niveau des chevilles. Donc pour vous dire, on peut dire, en tout cas en vous voyant, vous marchez très bien, vous montez les étages, il n'y a pas de... Tout à fait, ouais. Et moralement ? Alors moralement, c'est assez difficile, dans le sens où... Au bout de combien de temps est-ce que vous avez... comment dire ? Au bout de combien de temps est-ce qu'il a fallu se demander ce que vous alliez faire, ce que vous... Au bout de combien de temps, ce que je veux dire, c'est au bout de combien de temps est-ce que vous sortez du choc direct de ce qui vous est arrivé et où vous pensez à la suite, quoi ? Ah, alors, c'est dès le début, en fait, parce que j'ai... En fait, la différence que je peux avoir avec peut-être d'autres personnes, c'est que je me souviens de tout, en fait. Et donc, je n'ai pas eu cette phase où mon cerveau s'est posé énormément de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai pas fait les bons choix, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que j'ai fait des erreurs, par chance, je me souviens de tout et donc ça m'a permis aussi de contribuer à l'enquête. L'enquête a pu confirmer aussi ce que j'ai pu dire parce que on se pose toujours on se dit toujours est-ce que mon cerveau me joue pas des tours. Il y a une boîte noire dans les hélicos aussi. Alors pas dans la Gazelle. Mais j'avais quand même un petit GPS qui donne quand même quelques données, quelques informations. Il y a quelques éléments aussi sur la Gazelle qui permettent qui peuvent être étudiés, donc qui permettent de dire, notamment la radiosonde qui, en fait, lorsqu'il y a eu la coupure moteur, je savais qu'on était à 70 ou 80 mètres, un truc comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça permet de le voir. La trace GPS, ça permet de voir aussi quelles sont les actions que j'ai faites, voilà. Et donc tout ce que j'ai pu raconter a pu être corroboré dans l'enquête, quoi. Donc ça c'est bien. Donc ça a permis de me rassurer un petit aussi par rapport à ça. Et après en termes de reconstruction, on se pose des questions. Est-ce que ma vie de militaire est finie? Est-ce que je vais pouvoir refaire ce que je faisais avant? Comment je vais le refaire? Donc là il y a tout un processus qui commence de récupération d'aptitudes, etc.
qui a été assez rapide. D'aptitude physique ou d'aptitude même réglementaire pour... Alors, d'aptitude physique dans un premier temps, et puis également psychologique, puisqu'il y a tout un processus de suivi psychologique qui est le normal, dans lequel, en fait, on vous pose la question, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez envie de revoler, est-ce que vous avez envie de continuer ce que vous faites, voilà. Et ça, vous aviez des réponses à ces questions-là ? En fait, moi, je voulais vite repartir. Je savais que la partie repartir en vol. Je voulais me prouver que j'étais capable de le refaire. J'étais pas prêt à repartir en OPEX, notamment en vol. On aurait pu vous laisser ? Ah non, non. Après ça c'est un choix personnel, mais c'est toujours pareil. Après c'est est-ce que je suis apte physiquement, est-ce que psychologiquement moi je me sens apte de le faire, et tant que moi je dis pas je me sens de le faire, je vous le montre au quotidien et on me dira jamais oui tu peux partir. Donc là en l'occurrence, c'était, j'ai retrouvé toutes mes aptitudes. Donc l'accident a eu lieu en juin 2011 et j'ai récupéré mon aptitude en avril 2012. Donc c'est quand même assez rapide, en moins d'1 an. Mais dans un premier temps, je me suis dit non, je me sens pas de repartir en OPEX parce que je savais que tout n'était pas ouvert, quoi. J'étais pas 100% opérationnel, et forcément lorsque vous arrive quelque chose comme ça, notamment dans l'aéronautique, mais c'est valable aussi dans la vie, en fait vous avez vos limites qui étaient à un certain niveau, elles sont forcément moins élevées. Donc il y a quelque part dans le livre où vous écrivez le guerrier qui était en moi avait disparu ou quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. En fait, les limites que j'avais, qui n'étaient pas forcément très très claires et très définies, aussi parce que j'étais en pleine montée en puissance dans ma carrière et puis dans mon expérience, l'expertise de mon métier, etc. Et donc j'avais atteint une certaine aisance entre guillemets dans le boulot qui faisait que je me sentais pleinement opérationnel et donc capable de pouvoir remplir toutes les missions qu'on me demandait, voilà, aussi pointues qu'elles soient. Et par contre l'accident et ma remise en jambe m'a fait prendre conscience que j'avais plus ces mêmes limites. Et il était hors de question, même si j'avais les compétences techniques, c'est ce que j'avais dit à l'époque, notamment aux médecins, à ma chaîne de commandement. Je ne voulais absolument pas me retrouver dans une position où je suis en mission et je me sens plus de pouvoir, à un moment donné, j'avais peur de plus me sentir pour pouvoir finir la mission et aller au bout des choses. Voilà. Si vous recroisiez une tempête de poussière, pas forcément, ou même à un moment donné, se dire ok, là voilà, j'ai atteint mes limites, qui ne sont pas celles de mon camarade d'à côté, etc. J'avais pas envie j'avais pas envie d'être d'être le canard boiteux de la mission, parce que c'est pas bien. Et donc, conscient de tout ça, j'avais dit je ne repars plus, donc je souhaite mettre à profit maintenant mon expérience, etc., dans autre chose. Voilà. Juste, il y a un passage où vous dites qu'il y a un psy des forces spéciales, oui, qui vous fait essayer le MDR. Tout à fait. Expliquez. Alors, quoi le MDR, c'est une technique qui est utilisée en psychologie, psychiatrie. En fait, c'est quelque chose qui peut être fait. Je maîtrise pas tous les tenants et aboutissants, mais en fait, globalement, c'est le but. Alors,
sans rentrer dans la technique médecine, etc., c'est vraiment de faire prendre conscience à l'inconscient, on va dire, au subconscient, certaines choses. Donc vous avez conscience de certaines choses, et en fait il y a des choses qui sont enfouies en vous, des mots, suite à des traumatismes, et dans lequel en fait votre subconscient et votre conscient sont en conflit. Et en fait, en gros, cette technique-là, elle est là pour ramener de l'harmonie. Voilà. Et lorsque... Mais ça ressemble à quoi? On fait pareil alors, ou c'est... Ouais, alors en fait, c'est une technique, en fait, on vous fait suivre soit un doigt, soit un objet, on vous fait suivre des yeux. Et lorsque on vous demande de suivre cet objet, ce doigt, peu importe, en fait, on vous demande de penser à une situation voilà, qui vous gêne ou qui vous a embêté à ce moment-là. Et ça dure un certain temps. Et une fois que vous avez fait ça, on vous demande de dire, ok, à quoi vous avez pensé? Est-ce que c'est juste une photo? Est-ce que c'est juste est-ce que vous avez pensé à une situation? Est-ce que vous avez repensé à autre chose? Enfin, peu importe. Donc là, l'idée, c'est de l'expliquer. Bon, voilà. Et puis ça, on fait ça plusieurs fois. Ça peut sembler un peu bizarre comme de prime abord, mais en fait, moi, j'en ai fait 2. Sans aucune conviction, hein, vraiment, je crois que je le dis même dans le livre, hein, parce que c'était vraiment des conditions particulières, où on pouvait pas forcément se concentrer, etc. Et en fait, en pleine nuit, un jour, alors que je fais jamais ce genre ni de rêve ou de cauchemar, peu importe, je me vois en train de voler, en train de faire, dans un avion en plus, donc truc... Pas votre truc, normalement. Ouais, voilà, exactement, en fait. C'est hallucinant de me dire que j'ai volé en avion comme ça. Bref, dans un rêve, en plus. Et là, je fais des tonneaux, enfin, je fais des acrobaties, puis sur une sortie de virage, hop, je me crache, et ça me réveille. Et puis ça me réveille comme dans les films. Poup, je me relève comme ça, et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça... Ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais réveillé ou par un cauchemar, enfin en tout cas pas de ma vie d'adulte en tout cas, et je me dis tiens, c'est nouveau ça. Je me dis, j'espère que ce qu'on m'a fait là avec la technique de l'EMDR, ça va pas réveiller quelque chose de trop violent, et que ça va pas continuer tous les soirs, quoi, parce que sinon c'est vite embêtant. Donc là, je me recouche et puis je me rendors très bien, et en fait la problématique que j'avais, qui était d'être perturbé par certaines situations qui pouvaient m'arriver en vol, et qui me stressaient un peu, et qui m'empêchaient on va dire, d'être pleinement efficace dans certains types de vols. En fait, ça s'est un petit peu estompé. Ça s'est pas gommé, mais ça s'est estompé, et ça m'a permis de poursuivre mes formations normalement. Vous écrivez, ce fut ma porte de sortie. Ouais, c'est ça. Vous diriez que vous étiez en syndrome post-traumatique? C'est un mot que vous utilisiez ou qu'on a utilisé pour vous? C'est quelque chose dans lequel vous êtes reconnu même? Absolument pas, parce que en fait, depuis le début, le syndrome post-traumatique, caractérisé par est-ce que vous faites des cauchemars, est-ce qu'il y a des situations qui c'est surtout les cauchemars, et puis le sentiment et puis des sentiments un peu particuliers en journée, voilà, de malaise et de mal-être. Je me sentais pas dans ce cas de figure-là, en tout cas à ce moment-là. Et donc effectivement, c'est même avec l'équipe de psychiatres, psychologues qui me suivaient, c'était pas quelque chose qui était abordé. Et lorsque en fait, finalement, j'avais cette problématique en vol qu'on n'arrivait pas à régler. La psychiatre qui me suivait me dit, bon, ok, vous allez voir un tel et un tel. Donc là, en l'occurrence, ce psychologue qui était à Pau, là, et qui lui me dit, vous avez déjà fait ça, le MDR? Je dis, non. Il dit, écoutez, c'est quelque chose pour les syndromes post-traumatiques. Je suis pas sûr que ça fonctionne sur vous, parce qu'a priori vous n'avez pas un SPT déclaré, donc on va quand même le tester, parce que de toute façon
il faut utiliser tous les outils qu'on a et donc on le teste, quoi. Et effectivement, on l'a testé sans grande conviction pour moi au départ, et puis finalement c'est ce qui a fonctionné. Donc, ouais, mais du coup ça amène des conclusions logiques intéressantes. C'est-à-dire, ce truc est fait pour le syndrome post-traumatique, vous n'étiez pas déclaré syndrome post-traumatique, ça a marché sur vous. Est-ce que ça veut dire que vous étiez un syndrome post-traumatique? On ne le saura jamais. Mais exactement. Puisque, exactement. Et puisqu'on parle de porte de sortie, donc il y a ce livre qui arrive 8 ans plus tard, enfin j'imagine que ça a dû prendre un moment. Ça a été une porte de sortie? Une autre? Ou est-ce que c'était pas ça? Non, ça a été en fait... Alors, c'est pas une porte de sortie, je pense que ça a été pour moi, c'est la conclusion. C'est vraiment la conclusion de tout ce qui s'est passé, et je suis passé par plein d'étapes en fait dans la reconstruction. Voilà, ça a commencé par déjà la remise sur pied avec la sortie de l'hôpital, et ensuite ça a été ma rencontre avec l'épouse de mon camarade qui a été très importante parce que je redoutais énormément de la rencontrer parce qu'on n'était pas du tout dans les mêmes configuration de famille, etc. Et donc, c'était pas. Non, on peut le dire parce que c'est pas tout à fait rien qu'il y avait 4 enfants et un cinquième en route. Ouais, tout à fait. Bon, c'est quelque chose, un père de 5 enfants bientôt, tout à fait. Qui disparaît, c'est pas rien. Ah oui, mais en fait, ce qui me faisait énormément peur, c'est que je me dis, mais de toute façon, il y a eu, même après l'accident, c'était pourquoi moi je m'en sors vivant. Bon, certes, je vais me marier, mais j'ai peut-être moins d'attache, on va dire, sur Terre que ce papa qui est parti, qui laisse une famille qui laisse 5 enfants, quoi. Et en fait, moi, c'était la question qui me hantait, et je me suis dit, c'est injuste, en fait. C'est injuste. Alors après, c'est comme ça, on pourrait se dire, mais voilà, c'est quelque chose que je redoutais, son regard, le jugement, enfin tout, quoi. Et bon, en fait, ça s'est très vite arrêté parce que en fait, c'est une femme extraordinaire qui a énormément de force, en fait, je me demandais comment je vais pouvoir la soutenir, mais en fait, c'est elle qui m'a soutenu, quoi. En fait, voilà. Mon épouse m'a beaucoup soutenu, mais Alice, la femme de Mathieu, en fait, a énormément contribué à m'apaiser, quoi. À m'apaiser. Et donc, ce livre, ça a servi, puisque vous avez cette particularité d'être toujours d'active. Oui, tout à fait. Je sais pas, les autres camarades l'ont lu? D'autres? Est-ce que des gens l'ont lu? Est-ce que des gens vous en ont fait des retours? Ce qui est un peu particulier, puisque vous êtes encore dedans, quoi. Alors, j'ai des camarades qui l'ont lu et qui m'ont fait part qui ont trouvé ça très... qui se sont retrouvés dedans, en fait. C'est assez... les gens sont assez pudiques vis-à-vis de ça. En fait, là, je rentre dans un détail d'intimité de l'état de militaire qui permet plus, on va dire, aux gens qui ne sont pas du milieu de comprendre un peu dans quel état nous on se trouve. Et donc finalement j'ai eu plus de retours des épouses, des gens qui sont un peu hors de ce contexte-là et qui m'ont dit je suis content parce qu'en fait je savais pas comment évoluer mon mari, comment ça se passait, etc. Et ça me rassure plus ou moins de voir en fait vous êtes comme ça, en fait, quand vous partez vous êtes comme ça, vous êtes une famille, vous êtes soudés, vous vous posez ces questions-là, etc. Parce que c'est vrai que c'est assez commun. Et après c'est vrai qu'entre nous on se parle pas trop, quoi. C'est un peu malheureusement on est assez pudique là-dessus, mais voilà, je suis assez ravi, et puis que moi je fais souvent, j'essaie de faire pas des conférences mais des retours d'expérience auprès des plus jeunes, voilà. Parfois on me demande d'intervenir, voilà, pour faire du retour d'expérience. Donc ça peut aider, donner des petites infos, des astuces. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Photius. Merci à vous.
Je rappelais donc les références de cet ouvrage. Pilote de combat, écrit donc avec Nicolas Mingasson, est paru au Belles Lettres.